Valère Rogissard pour une douzaine de minutes. Mesdames, Messieurs, bonjour. Messieurs, Mesdames les internautes. Donc, moi, je vais, sur cette même question... Alors, il faut appuyer. Il est où le truc, là? On appuie sur le verre. On dirait une feuille de cannabis, là, non? C'est un peu ça. C'est le laser, en fait. D'accord. Voilà. Comment on revient en arrière? Voilà. Donc, sur cette question, faut-il distinguer des lieux, des acteurs en fonction des modalités d'action? Moi, je me suis plutôt concentré sur les établissements médico-sociaux, sachant que pour ma part, je suis sur un dispositif qui décline des actions au travers de CARUD, XAPA, l'IALT Soins Santé, appartement de coordination thérapeutique, communauté thérapeutique. Donc, on va de l'usage actif à une proposition de fenêtre d'abstinence ou d'expérimentation de l'abstinence. Et donc, c'est à partir de là que je raisonne un peu. Donc, faut-il distinguer des lieux? On va commencer par ça. Sachant qu'on a quand même, au jour d'aujourd'hui, un existant qui pose déjà et qui institutionnalise d'une certaine façon la réduction des risques au travers des CARUD, puis des XAPA, complété par un référentiel réduction des risques, qui nous donne déjà une base importante. Alors certes, on peut parfois critiquer cette base comme étant un peu trop sanitaire, mais en tout cas, elle existe et elle est à compléter. Et j'en profite pour dire que, par exemple, sur la question de la construction des textes CARUD, au moins, et référentiels ensuite, c'est aussi le résultat d'un travail commun, je dirais, entre les... On a parlé du canal historique de la réduction des risques, mais aussi les intervenants en toxicomanie qui ont donc aussi trouvé des moyens de coopérer assez rapidement pour faire évoluer les dispositifs. Mais il existe aussi d'autres dispositifs de droit commun auxquels les précédents s'articulent, sans lesquels d'ailleurs les précédents auraient bien du mal à travailler par ailleurs, tels que les hôpitaux, la médecine générale, officines pharmaceutiques, services sociaux notamment. Alors, sur la question des lieux, chacun chez soi mais seul, ou tout le monde fait tout, personne ne fait rien. Ça serait un peu les deux termes de cette question, avec des interrogations sur le fait que les CARUD seraient plus marqués par la question de la gestion des consommations. Les XAPA seraient, eux, plus marqués par la question du soin versus abstinence. Alors, je pense qu'une certaine différenciation a été utile historiquement et pragmatiquement pour installer quand même la réduction des risques, ce qui n'est pas arrivé de façon spontanée et qui a quand même nécessité un certain nombre de bagarres pour faire court. Mais au jour d'aujourd'hui, les choses ont quand même énormément évolué et il est question de savoir si c'est bien sérieux de continuer à entretenir une dichotomie entre le care et le cure pour le formuler comme ça. Je pense que la réduction des risques, on l'a dit hier, ne peut pas se résumer à un outillage. Les outils sont évidemment fondamentaux, mais vous savez, les outils, c'est un objet inerte. Avec un marteau, on peut construire une cathédrale, mais on peut aussi le mettre dans la figure dans son voisin, et ce n'est pas tout à fait la même destination. Et j'irais plutôt sur cette idée que quand même la réduction des risques est une question de posture, d'objectif et de logique, parce que les frontières se relativisent face au complexe. À ma connaissance, on a affaire principalement à des situations complexes, donc ça nécessite d'avoir des dispositifs d'une certaine complexité, sachant qu'il y a déjà des choses qui existent. Certains CARUD proposent déjà un accès méthadone bas seuil. Certains XAPA commencent à développer de l'éducation au risque à l'injection. Effectivement, si l'injectable se développe, il y aura lieu que dans les XAPA, on puisse imaginer un accompagnement à l'injection, une éducation à l'injection. Mais aussi des structures comme Novadona, par exemple, qui ont déjà, on va dire, intégré cette approche double. Alors, sur cette question de posture, l'illustration est souvent la plus parlante. Un des concepts de la réduction des risques,
c'est d'avancer step by step, avec cette idée que marche par marche, avec cette idée qu'il faut quand même laisser le temps au temps pour les personnes d'avancer dans leur parcours. Mais évidemment, tout est une question de représentation de l'escalier dont on parle. Sur la gauche, un escalier de meunier, bien raide, sans garde-corps. Évidemment, c'est un peu traduit par la deuxième figure, l'échelle de Jacob. Et on voit où il y a du monde quand même sur cette échelle. Il y en a qui tombent, qui chutent, qui rechutent. J'utilise un vocabulaire qui parfois fait partie du chant. Et évidemment, avec une représentation d'un escalier comme celui-là, très raide, avec je ne sais pas combien de marches, on peut imaginer que ça soit plutôt un parcours du combattant qu'un parcours de soins. Et c'est pourquoi je vous proposerais plutôt d'imaginer cet escalier à la façon des chairs, la maison aux escaliers. Et on voit ces escaliers qui à la fois montent et descendent, ont des petits jardins qui permettent de faire des pauses. On peut supposer que là, des rencontres sont possibles. Et puis peut-être on peut redescendre, et puis on continue son parcours. Et là, on a quand même aussi des garde-corps qui permettent d'éviter les chutes un peu trop brutales. Et il me semble que, au-delà de ce qu'on pourrait décliner des mille et une façons de faire la réduction des risques, c'est cette question de posture sur laquelle je pense on devrait pouvoir continuer à travailler et réfléchir. Évidemment, objectif et logique, il y a quand même la question des seuils sur les programmes, les conditions d'entrée dans les programmes, de sortie des programmes. Évidemment, on a déjà évoqué des questions de structure bas seuil, structure haut seuil, et c'est peut-être ça qu'il faut réapprendre à articuler. Je pense qu'on a besoin des deux, c'est-à-dire que vous avez rappelé qu'effectivement, un certain nombre de personnes étaient demandeuses de pouvoir être dans une structure qui propose un programme d'abstinence, comme d'autres doivent pouvoir trouver des structures qui leur proposent tout ce qu'il leur faut, y compris jusque l'accompagnement en injection, jusqu'à proposer des substitutions injectables. Je crois que ça a déjà été dit. Donc effectivement, il faut peut-être un peu mieux réfléchir à l'articulation des différents dispositifs, plutôt en termes de seuil, que de les uns font strictement ça et les autres font strictement autre chose. La question de la gestion des consommations, elle ne se pose pas non plus de la même façon dans tous les... Pardon ? Oui. La question de la gestion des consommations, dans la relation accompagnant-accompagné, n'est peut-être pas tout à fait la même dans les appartements thérapeutiques, dans des centres thérapeutiques résidentiels, versus individuels ou collectifs. Dans les appartements thérapeutiques, on a une relative liberté de pouvoir adapter les programmes et les accompagnements. En structure collective, c'est un peu plus touchy, et sans doute encore là, il y a du travail à faire. Moi, je n'ai pas de solution miracle là-dessus, mais c'est quelque chose qu'il faudrait pouvoir envisager, bien entendu, sachant que la question des reconsommations comme motif de rupture est, je l'espère, de moins en moins fréquente. Ce n'est plus ce motif-là qui fait effectivement rupture, c'est des motifs de violence, des motifs de deal incontrôlés dans les structures qui sont un peu compliqués à gérer, notamment. Donc, adapter les objectifs poursuivis, vivre avec ou abstinence, dans une logique d'adaptation aux situations individuelles et au parcours, assurer une palette plus importante d'offres diversifiées serait, à mon avis, une bonne chose. Ensuite, faut-il distinguer les acteurs ? Alors, il y en a plusieurs, les acteurs dans l'affaire. Les usagers, bien évidemment, on l'a dit souvent, qui sont quand même aussi, certes, la cible des politiques de santé publique, mais aussi la cible des politiques répressives. On pourrait peut-être quand même améliorer les choses. Les professionnels dédiés de la réduction des risques, ANCSAPA et CARUD, les autres acteurs de proximité, médecins, pharmaciens, travailleurs sociaux, les associations, qu'il faut citer parce qu'effectivement, ce sont les partenaires, encore une fois, avec lesquels on ne peut pas s'en passer, mais c'est aussi des gens avec qui il faut faire un travail, je dirais, d'acculturation pour faire savoir les résultats de la réduction des risques. On y participe dans cet endroit. Les recommandations seraient là, donc, d'informer et de former encore. La réduction des risques implique une alliance entre les usagers et les professionnels et un travail d'acceptabilité sociale de la réduction des risques. Il en a été question hier
portée par les politiques. La réduction des risques est une politique encore trop semi-clandestine et qui n'est pas suffisamment assumée et portée par nos responsables. Et je pense que c'est une des clés aussi pour faire avancer les choses à terme. Articulation avec l'hébergement social. Écoutez, il y a quand même, il y a déjà eu des choses de fait en la matière. Je renvoie notamment sur le site de la Fédération Addiction qui y fournit beaucoup de documents intéressants et qui montrent qu'effectivement, il est possible d'envisager un travail en CHRS ou en CHU, par exemple, qui permettent d'aménager notamment les questions de consommation. Les uns aménagent des lieux où on peut fumer, boire, les autres proposent des casiers, on peut déposer ses consommations, etc. Enfin, donc c'est possible de développer des hébergements adaptés, capables d'aménager les consommations, les modalités d'accueil et d'engager un parcours de soins. Mais bien évidemment, il faut articuler cette possibilité avec les intervenants du social, et notamment des CARUD et XAPA. Les publics spécifiques, je pense qu'il y a énormément de recommandations sur ces questions. D'ailleurs, c'est vrai pour toutes les questions que j'ai eu à traiter. Donc, je vais aller assez direct. Les recommandations, là, sont claires. Encore une fois, allez voir sur les sites concernés. Réduire le recours à l'incarcération, ça paraît un peu évident, mais j'ai oublié de citer tout à l'heure que j'étais aussi sur un programme de prévention de la récidive, d'alternative à l'incarcération, qui a peut-être une piste quand même à développer plus avant. Appliquer les recommandations donc, nationales et internationales, elles ne manquent pas. Appliquer le principe d'équité, d'accès aux soins et aux mesures de réduction des risques entre prison et milieu libre reste un objectif à atteindre. Légitimer clairement, par ailleurs, les missions des CARUD en milieu carcéral, à l'instar des XAPA, qui le font déjà. Je reviens, alors je passe vite là-dessus, puisque ça a déjà été listé. Oui, il faut de nouveaux outils, oui, il faut de nouvelles approches. Et pour ma part, ces questions, notamment autour du travail de l'injection, programme Early, programme Early, devraient pouvoir être déclinées dans l'ensemble des CARUD et XAPA français. Juste cette conclusion, développer ce qui est très largement recommandé, je le redis, soutenir le renforcement des dispositifs existants. On a un peu tendance à nouveaux problèmes, nouvelles structures, nouvelle équipe. Je pense que si on pense par exemple à la question de l'éducation à l'injection, en fait, il y a besoin de très peu de moyens supplémentaires, il n'y a pas besoin de créer des programmes ad hoc. Les CARUD sont déjà équipés et peuvent le faire demain, mais il faut les aider à renforcer leurs moyens parce que la médiation, l'accueil des usagers, le travail avec la prison, le travail avec les structures d'hébergement, etc., ça demande du monde et on est quand même souvent insuffisamment doté de ce côté-là. Dire aussi qu'il faut faire confiance aux acteurs pour développer les programmes. L'innovation, ça ne tombe jamais d'en haut du ciel. C'est quelque chose qui émerge du terrain et qui essaie de se construire chemin faisant. Donc faites confiance aux acteurs. Ils ne sont pas dans les trucs de prosélytisme par rapport aux consommations. Il s'agit d'autre chose. Donc pour conclure, do it. On a déjà beaucoup de choses qui nous sont proposées dans un tas de documents et de recommandations. Faisons-le. Do it, c'est le titre d'un bouquin de 1970, Jerry Rubin, qui nous invite donc à engager ce que nous avons à faire. Je vous remercie. Des questions pour les experts, courtes, incisives. Oui, moi j'ai des questions sur la prise en charge, l'organisation de la prise en charge des personnes incarcérées. Vous avez parlé des programmes d'échange de seringues, mais est-ce que vous pensez que c'est la seule problématique pour les détenus qui ont des difficultés avec les addictions? Et par ailleurs, je voudrais que vous nous parliez peut-être de l'articulation entre les prises en charge prison et les sorties. Oui. Alors effectivement, une réduction des risques en prison ne se résumerait pas à l'échange de seringues. Heureusement d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'échange de seringues en prison. Ce qu'il faudrait quand même pouvoir réfléchir, c'était fait ailleurs. Mais bien évidemment, ça recouvre toute la question de l'accès aux soins globalement, que ce soit d'ailleurs dans le champ des addictions comme dans d'autres domaines, puisque
La question de la réduction des risques infectieux, par exemple, n'est pas terminée. Je crois que le VHC reste quand même extrêmement préoccupant. Donc il y a effectivement lieu d'organiser des soins un peu mieux en prison. C'est pas qu'il n'y a rien, il y a déjà un certain nombre de dispositifs, les UXA, il y a les XAPA référents qui sont en train de se développer et qui permettent justement d'améliorer les liens entre intérieur et extérieur et notamment d'assurer une continuité de soins à la sortie des personnes. Alors, c'est pas qu'il n'y a rien, c'est souvent ça d'ailleurs, la situation. Il existe un certain nombre de choses, mais de façon assez insuffisante. Et sur la réduction des risques, oui, il faudrait pouvoir accepter de parler clairement des questions de consommation en prison et pas seulement être amené à intervenir, j'allais dire, sous couvert de prévention du VIH ou du VHC, ce qui est quand même très souvent ce qui se passe. Non, la réduction des risques ne se résume pas aux seringues, mais l'absence de seringues continue à poser un problème important. Alors, je sais qu'il faut imaginer comment ça peut se faire, mais il y a un certain nombre de pays qui s'y sont collés et qui parviennent tout à fait simplement. Oui, c'est un dispositif complet qui maille l'ensemble des éléments qui ont déjà été apportés, prévention du risque, soins, accès aux médicaments, continuité du soin, lien avec l'extérieur, et puis alors continuité du soin et des solutions d'hébergement qui sont souvent un problème à la sortie pour un certain nombre de personnes en prison. Merci. Merci, bonjour, Aymeric Reher. Merci à tous deux pour votre présentation. J'avais une question pour Monsieur May. J'aurais aimé avoir un peu plus, de nouveau votre sentiment sur la place de la RDR à l'hôpital. Est-ce que les patients sont dans un état de nécessité tel au plan de soins que la RDR n'est qu'un appoint, un complément de l'approche proposée, ou est-ce que vous appelez à une modification un peu des représentations culturelles des équipes hospitalières pour intégrer la RDR dans les représentations et dans le travail avec les patients et les usagers? Et dans ce cas-là, quelle est la place possible pour les associations d'usagers, les représentants d'usagers? Et comment on fait pour faire évoluer la culture de ces équipes hospitalières, souvent marquées quand même par un paradigme sanitaire et médical très fort? Alors, ce que je dirais, c'est que déjà à l'hôpital, il faut savoir de quel hôpital on parle. Est-ce qu'on parle des services d'addictologie? Est-ce qu'on parle des hôpitaux généraux? Il y a un aspect que je n'ai pas du tout abordé faute de temps aujourd'hui, c'est les équipes de liaison et de soins en addictologie. Les équipes mobiles, pour moi, c'est un travail de RDR. C'est des personnes qui vont se déplacer auprès de patients qui sont admis généralement pour d'autres comorbidités, en conséquence ou pas de leur addiction, et chez qui on va les alerter sur une consommation, on va essayer de les faire rentrer dans le parcours de soins, dans une trajectoire de soins en addicto. Donc là, on est complètement dans une perspective de RDR concernant ces patients-là. Si on se replace davantage sur le terrain, notamment de la psychiatrie, là, il y a un gros travail à faire également concernant les patients addictos. Pourquoi? Parce qu'on a très souvent des comorbidités addictives et psychiatriques et on a pas mal de publications qui traitent notamment des soins intégrés, des prises en charge qui soient vraiment pluridisciplinaires et non pas simplement co-occurrentes ou successives. Trop souvent, on a des patients qui sont d'abord pris en charge en psychiatrie pour une problématique aiguë et par la suite en addicto. Donc ça, c'est vraiment pour l'aspect RDR. Elle a toute sa place à l'hôpital sous différentes formes et je pense dans tous les services. Concernant la place des usagers, c'est quelque chose qui est plus difficile. On l'a abordé un tout petit peu hier, c'est que les associations d'usagers, notamment dans l'alcoolodépendance, sont attachées sur leur expérience propre. Et leur expérience propre, c'est souvent l'expérience d'une abstinence. Maintenant, là où on peut avoir un énorme bénéfice, et c'est ce qu'on a mis en place nous, dans le sein du service que je dirige, c'est au niveau de l'entourage. Et on a choisi davantage de jouer quel abord on peut avoir au niveau des usagers, de l'association des usagers, pour l'aide des patients et surtout l'aide de leur entourage. Et finalement, sur cet abord-là, on a un bénéfice au niveau du patient indirectement via la famille et via la construction, on va en faire les proches du patient de la pathologie. Donc c'est peut-être un abord un peu détourné. En même temps, c'est un abord qui permet de travailler avec eux et c'est uniquement en travaillant avec les associations de famille, avec les associations de patients, qu'on va pouvoir aussi avancer et faire changer un petit peu ces représentations. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Vous pouvez préciser ? Comment on fait pour que les professionnels, les équipes infirmières, les paramédicaux, les médecins eux-mêmes arrivent à intégrer cette pratique dans leur... Très rapidement, on a un outil formidable là, qui se développe et je pense qu'il faut s'en saisir, c'est l'éducation thérapeutique du patient. Parce que du coup, on a un cadre qui est formel, on a quelque chose qui peut être validé notamment par les institutions et puis qui va permettre une formation des équipes, une sensibilisation sur ces aspects-là. L'éducation thérapeutique du patient, je pense que là, on est vraiment dans quelque chose qu'on doit développer et qui est indispensable. Un outil formidable. Merci. Je vais prendre 2 questions dans la salle et garder un tout petit peu de temps pour les réseaux sociaux et priorité à la commission. Oui, vous posez le problème de la difficulté des liaisons entre les équipes et en particulier du transfert d'informations et du risque de rupture qu'il y a quand on passe d'un circuit de soins à un autre circuit de soins. Est-ce que vous avez déjà évoqué des outils électroniques de communication entre soignants qui permettraient justement d'éviter les risques de ces ruptures, sans parler de la grossièreté qui pourrait être un dossier médical partagé pour ces patients, voire un dossier médico-social partagé. Parce que ça se pose aussi pour les sociaux. Justement, pour rebondir sur ce que vient de dire M. Rogissard, quand c'est de médecin à médecin, on s'appelle. J'ai envie de dire, c'est peut-être le moins compliqué. Quand c'est le médico-social vers le sanitaire, tout de suite se posent des questions de secret médical, tout de suite se posent des questions de médecin à éducateur spécialisé, le secret partagé. Là, c'est de suite beaucoup plus compliqué. Et puis, nous, ce qu'on a choisi comme option, ce qui permet de se délier un petit peu de ces difficultés-là, je l'évoquais tout à l'heure, mais je pense que c'est une solution vraiment pertinente, c'est les postes ménisques. C'est le fait d'avoir un psychologue qui intervienne dans les 2 structures, une assistante sociale mutualisée sur plusieurs, des médecins qui font des AIG dans les structures soit d'amont, soit d'aval. Et c'est quelque chose qui va permettre de construire le réseau et surtout d'avoir une cohérence, au-delà simplement de la communication du dossier médical, d'avoir une cohérence du projet de soins. Et de ne pas avoir un patient avec qui on va travailler en ambulatoire pendant plusieurs mois, et puis une fois que le patient accepte enfin d'aller en cure ou accepte enfin de rentrer dans la structure, avoir une prise en charge dans la structure qui soit radicalement différente. Il faut qu'il y ait une continuité, une poursuite de ce qui s'est fait. Okay. Très rapidement, Xavier. Oui. Xavier Aknin, médecin généraliste et référent de MG Addiction. Oui, alors moi, ma question, comme le sujet, c'était de savoir s'il faut différencier des lieux et des acteurs. Moi, je repartirais du terme qu'a utilisé Valère, que je trouve très, très juste, très parlant, c'est le terme de posture. Parce que je pense que ce qu'il y a de commun entre tous les acteurs, c'est justement cette question de posture pour pouvoir faire de la réduction des risques. Et ça touche tout le monde, le généraliste, les gens qui travaillent en XAPA, en SSR, en CARUD, etc. Et pour autant, selon le lieu où on est, tout le monde ne fait pas de la réduction des risques de la même façon. Et en médecine générale, par exemple, on en fait tous les jours, mais on en fait en tant que généraliste. Ça, je crois que c'est très important à prendre en compte. C'est-à-dire que même si on a une pratique de l'addictologie, nous ne sommes pas addictologues. On en fait par rapport à un patient qui vient dans une consulte de médecine générale pour tel et tel motif, pour éventuellement une maladie chronique. Et dans ce cadre-là, on va être amené effectivement à repérer des problèmes d'addiction, de conduite, etc. et à mettre en place une prise en charge en lien avec les autres acteurs. Je dirais que c'est ce qui singularise la médecine générale. Et je pense qu'il faut l'avoir bien en tête parce que j'ai entendu hier des propos qui étaient à mon avis pas responsables, des propos très faciles de désigner un coupable, la médecine générale, qui repérerait pas assez les problèmes d'alcool, qui prescrirait trop de médicaments psychotropes, qui dépisterait pas le problème d'alcool chez la femme enceinte et que sais-je encore. Je crois que c'est pas à mon avis des propos qui peuvent nous faire avancer dans le cadre d'une audition publique où on a besoin de travailler avec l'ensemble des partenaires et de voir comment on articule. Donc ma question, après cette réflexion de fond, c'est justement comment on peut faire en sorte que le médecin généraliste se sente moins isolé face, y compris à des cas complexes qui ont pu éventuellement être rejetés de XAPA en XAPA. Comment faire en sorte qu'il puisse y avoir un aller-retour pour certains patients qui ont été orientés vers la médecine générale et faire qu'il puisse y avoir une articulation qui vive en permanence entre les structures spécialisées et le médecin généraliste. Une réponse ultra courte, il nous reste 2 minutes. Oui, alors, allez à l'essentiel. Je pense que c'est vraiment effectivement un point super important. Il se trouve que dans le cadre de la lutte contre le sida,
Ça a permis aussi de générer la question des réseaux, de médecins, de pharmaciens, de liens avec l'ensemble des acteurs, etc., etc. Et je pense que c'est quand même tombé un peu, non pas en désuétude, mais enfin, ça n'a plus la même pêche. Il faudrait renforcer ça, bien évidemment, parce que moi, de mon carudou, de mon XAPA, si je ne suis pas relié avec tout un environnement, ça ne fonctionne pas, bien évidemment. Et je suis assez d'accord sur les go-between. Hein, ça facilite vraiment quand on a des gens qui peuvent se balader entre structures. Donc c'est un travail qui a existé, c'est un travail dont je pense que tout le monde a besoin, mais c'est un travail qu'il faut à nouveau ressoutenir un peu plus fermement, parce que c'est parti un petit peu comme ça, de façon délétère. Okay. Voilà ce que j'en dirais. Que disent les internautes, François Paye? Les internautes disent des choses intéressantes. D'abord, il y a une question sur la législation que je propose de renvoyer à cet après-midi, oui, puisqu'elle sera traitée à ce moment-là. Et 2 questions. L'une sur la prévention d'abord. D'une part, les salles de shoot. Est-ce qu'on fera de la prévention dans ces lieux? Et on revient sur le milieu carcéral. Est-ce que la prévention est possible et est-ce que les détenus en font la demande? Une question sûrement aussi fondamentale qui revient sur la formation. Les moyens humains, oui, mais ne doit-on pas développer également des formations pour ces hommes et ces femmes qui se retrouvent parfois face à de nouveaux problèmes liés aux addictions? Alors, je pense que sur la question de la formation, la réponse est oui. Bon. Sur la question de peut-on faire de la prévention dans les salles de consommation, je dirais pratiquement leur nature, de développer justement l'approche réduction des risques auprès de publics qu'on ne voit pas forcément ailleurs, ou pour lesquels cette approche doit passer par ce qui les intéresse eux-mêmes. Donc effectivement, c'est, je dirais, au cœur du projet des salles de consommation que de développer de la réduction des risques, de la prévention, de l'accès aux soins, etc. etc. L'autre question, j'oubliais. Oui, oui, alors en milieu carcéral, oui, c'est possible. Bien évidemment, il y a des consommations de drogue en milieu carcéral qui ont longtemps d'ailleurs été dignées. Hein. C'est possible, il y a déjà un tas de XAPA qui interviennent en milieu carcéral, il y a des CARUT qui interviennent en milieu carcéral. Maintenant, il faudrait pouvoir avoir une approche non plus, entre guillemets, sous couvert de SIDA ou de VHC, mais d'avoir une approche clairement réduction des risques. Ça a son intérêt en entier de pouvoir proposer à un certain nombre de détenus une capacité d'avoir des entretiens sur ces questions-là précisément, et notamment sur comment ils gèrent leur consommation en prison, parce que c'est toujours un tout petit peu plus rock'n'roll qu'en milieu libre. On s'arrête sur ces questions-là. Hein, certaines questions pourront être reposées puisqu'il y a des thèmes qui vont revenir, et on aborde la 3e séquence de cette matinée. Merci à vous deux. Donc, j'invite Pierre Chapard de Psychoactif et Fabrice Pérez à FRA Sud Technoplus à nous délivrer leur expertise. C'est Pierre qui commence. Oui, c'est moi. Et vous avez la parole pour une douzaine de minutes. 12 minutes. Bip. Ok, donc Pierre Chapard, Psychoactif, je devais répondre aux questions. Comment prendre en compte les phénomènes émergents, nouveaux produits de synthèse, nouveaux publics et trouver des réponses adaptées? Comment permettre aux dispositifs de RDR de s'actualiser en permanence en fonction de l'évolution des usages et des problèmes liés aux usages? Déjà, il m'a fallu 1 mois pour comprendre la question. Et finalement, j'ai décidé de faire un focus sur le phénomène émergent, qui n'est pas tout à fait nouveau, mais qui est Internet, et qui va changer complètement la donne, que ce soit au niveau de l'achat des drogues, de la politique des drogues et de la réduction des risques. Donc ma présentation, j'ai appelé la réduction des risques 2.0. On verra pourquoi après. Donc, je vais déjà vous parler de qu'est-ce qu'a changé Internet, ce qu'on appelle le Web 2.0. Hein, donc, les bases de données, la croissance continue des débits, la convergence des réseaux mobiles, téléphone et Internet, fait qu'on est arrivé à un nouvel Internet à partir de la fin des années 2010, qui est l'Internet 2.0, qui est un Internet où il y a une interactivité permanente entre tous les membres et qui est fondée sur la contribution de tous, et cela gratuitement. C'est un Internet mondialisé qui fait qu'on peut acheter à l'autre bout de la Terre et recevoir pratiquement le lendemain par la poste son colis. Et, ah oui, il n'y a plus...
Et donc oui, ça change complètement notre manière de vivre, et ça change la manière dont on va acheter les drogues et dont on va faire la réduction des risques. Donc je vais vous parler de la révolution Internet des drogues, puisque les drogues sont en train de faire leur révolution Internet. C'est après les taxis ou les hôtels, c'est aux drogues. Oups, excusez-moi. Et je vais vous parler de certaines branches de la révolution, donc les nouveaux produits de synthèse, les nouvelles drogues de synthèse, les places de marché de drogue en ligne, les communautés d'usagers de drogue, et finalement, je vous parlais de la réduction des risques 2.0, qu'on pourrait, une définition pourrait être une réduction des risques qui s'appuie sur l'Internet 2.0. Première branche de cette révolution, les nouvelles drogues de synthèse. Alors, ce sont des drogues qui imitent les effets des drogues illicites, qui représentent tous les effets des drogues, hein, qui va de l'héroïne au MDMA, en passant par le cannabis ou la kétamine. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ces nouvelles drogues sont issues de la prohibition. Ce sont les enfants de la prohibition, puisqu'elles sont créées spécifiquement pour contourner la prohibition. Par exemple, le MDMA, c'est illégal, donc on va créer une drogue qui ressemble aux effets du MDMA, mais qui n'est pas illégale. Alors, elle n'est pas illégale, mais elle n'est pas légale pour la consommation pour autant. En fait, elles sont dans une zone grise entre la légalité et l'illégalité. Un des gros problèmes qu'on a avec ces nouvelles drogues, c'est qu'on n'a pas aucun recul. Alors, il y en a plusieurs centaines, hein, je vous montrerai après. On n'a aucun recul sur la consommation. À moyen terme, on ne sait pas du tout si ça peut créer des cancers ou autre chose. Et ce n'est pas un domaine contrôlé comme peut l'être celui du tabac ou l'alcool, c'est-à-dire qu'on peut vous vendre absolument n'importe quoi. Voilà, c'est exponentiel. C'est un graphique tiré de l'OEDT. Il y a plus de 100, actuellement, il y a plus de 2 nouvelles drogues qui sont découvertes par semaine par l'OEDT, donc plusieurs centaines par an. Et donc, vous voyez la courbe qui est exponentielle. Les drogues qui sont représentées, c'est majoritairement c'est le cannabis et les catinones, mais il y en a beaucoup d'autres. Pour que vous voyez bien de quoi je parle, je vous ai mis un site qui est un site qui a pignon sur rue, et vous voyez que en fait, ces sites mettent les nouvelles drogues de synthèse comme des objets de consommation comme les autres. Et c'est ce que fait aussi Internet, c'est-à-dire qu'ils transforment les drogues en objets de consommation comme les autres. Donc vous voyez sur ce site, vous avez des promotions de Noël, vous avez des cadeaux si vous commandez un certain nombre, vous avez un service après-vente, vous payez par carte bleue et vous avez livré par FedEx, comme si vous commandiez, je ne sais pas, n'importe quoi d'autre. Autre branche de la révolution Internet, les places de marché. Alors, en fait, ce ne sont pas des sites qui vendent directement, mais c'est des sites type eBay qui, en fait, mettent en relation des dealers et des acheteurs. Et donc, c'est des sites qui prennent une commission qui est autour de 4%. Et donc, encore une fois, elles font... alors, sur ces sites, vous notez votre acheteur et vous mettez des étoiles, par exemple. Comme sur les sites, vous réservez un hôtel, vous mettez une note à l'hôtel. Ben là, vous mettez une note au vendeur. Voilà. Encore une fois, ces sites font des drogues, les objets de consommation comme les autres. Alors, la particularité de ces sites, c'est qu'en fait, on peut faire de la réduction des risques dès l'achat. Hein, souvent, ces sites de vente ont des forums où on peut discuter de réduction des risques, où on peut même faire tester ces drogues. Hein. Et ce qui est vraiment important, et ce qu'arrivait tout acteur de réduction des risques, c'est qu'on peut faire la réduction des risques dès l'achat. Actuellement, ce n'était pas possible avant. Alors, je vous ai mis le premier d'entre eux qui s'appelle Silk Road, juste pour vous montrer un peu comment ça marche. Encore une fois, il faut dire que ces sites sont les enfants de la prohibition. Ils n'existeraient pas s'il n'y avait pas la prohibition, s'ils sont créés pour contourner la prohibition. Ces sites ne vendent pas les nouveaux produits de synthèse, mais principalement des drogues illicites. Principalement MDMA, cannabis, cocaïne, tous les drogues illicites. Bien sûr, ces sites sont anonymes, grâce à certains outils, notamment la monnaie Internet qui s'appelle le Bitcoin, qui peut être rendu intraçable, et un logiciel qui s'appelle Tor, qui rend intraçable toute la navigation, au passage qui a été créé par le gouvernement américain. Alors, c'est l'OEDT qui s'est penché un petit peu là-dessus, c'est juste le début, hein, il n'y a pas beaucoup d'études dessus.
Mais pour vous dire un petit peu, qui a décrit un petit peu les avantages pour les usagers, déjà c'est un accès large, un large éventail de drogues, une meilleure qualité bien sûr, puisque à partir du moment où on peut noter les dealers, eh ben, on sait que ça va faire augmenter la qualité, comme pour le principe des hôtels, vous notez, ça va augmenter. Et puis, bien sûr, un achat plus confortable, notamment pour les jeunes. C'est vrai que les anciens usagers ont plus de mal à se mettre à ce type, mais il y en a quand même qui s'y mettent. Mais c'est vrai que les jeunes qui sont nés avec Internet peuvent aller très facilement sur ces sites qu'on appelle le Deep Web. 5 minutes. Ouf. Bon, alors je passe. Alors, autre... On en est à 5 minutes, là ? Il vous reste 5 minutes. D'accord. Donc, autre bras Internet, les communautés de consommateurs de produits psychoactifs. Donc, en fait, qui sont des communautés d'intérêt et de pratique qui partagent des connaissances. Ces outils sont les forums, les wikis, les chats. Alors, des exemples, il y en a dans les drogues illicites et licites, psychoactifs, psychonautes, les forums e-cigarettes, les forums baclofen, le forum des autoproducteurs, il y en a de toutes sortes. Et ce qui est intéressant avec ces communautés, c'est qu'il y a des centaines de milliers de témoignages qu'on n'avait pas avant, que permet Internet. Majoritairement, ces communautés de consommateurs sont à la base de la réduction des risques 2.0. Hein, elles sont là pour diffuser notamment de nouvelles normes, et je trouve qu'une des réussites les plus grandes de ces communautés, c'est quand même la e-cigarette. Hein, c'est parce qu'il y a eu ces e-communautés que la e-cigarette s'est développée notamment en France. Mais il y a une spécificité pour les drogues illicites, c'est-à-dire que là où avant les usagers étaient souvent enfermés dans la solitude de leur consommation, des coups ils découvrent qu'ils peuvent parler avec d'autres usagers et ça change véritablement la donne et ça permet notamment une déstigmatisation de leur usage importante. Je passe sur les nouvelles drogues de synthèse, mais les communautés ont un rôle très fort à jouer avec les nouveaux produits de synthèse. Elles sont au centre de la réduction des risques, notamment avec ce qu'on appelle les trip reports, qui sont des témoignages que font les usagers. Et donc les autres usagers, quand ils veulent savoir qu'est-ce que consommer, comment réduire les risques, ils vont lire les trip reports sur ces communautés. Autre RDR 2.0 à la base de ces communautés, la réduction des risques à distance, notamment que fait l'association SAFE, qui envoie, en fait, les usagers lisent sur ces communautés qu'on peut leur envoyer du matériel d'injection, et SAFE leur envoie du matériel d'injection et les forme sur le matériel d'injection. Et donc ça, c'est un nouveau type d'accès au matériel d'injection qui permet notamment d'envoyer à des usagers qui ne fréquentent pas le dispositif, et d'arrendre 40% de la file active de SAFE ne fréquente ni Carud ni XAPA, et aussi d'envoyer dans le milieu rural où il n'y a pas de dispositif Carud XAPA pratiquement. Donc la réduction des risques 2.0 permet cette alors j'arrive jamais à le dire, détérioralisation, à n'importe quelle heure, voilà. Alors, des propositions pour améliorer la réduction des risques 2.0, on pourrait faire avec les matériels d'injection, avec plein d'autres choses, notamment les kits de dépistage. On pourrait penser à envoyer des kits de dépistage. On pourrait envoyer des kits de naloxone. À l'heure où on parle de naloxone par voie nasale, on pourrait très bien donner de l'information et former à la naloxone sur ces communautés. On pourrait très bien faire aussi de l'analyse de drogue. Et ça, je voudrais dire un mot notamment sur Synthèse, pour que ça évolue, que ça ne soit pas qu'un dispositif d'observation, mais que ça soit aussi un dispositif de réduction des risques pour les usagers, comme ça existe dans d'autres pays, où les usagers puissent envoyer par la poste leur drogue et recevoir le résultat sur un site internet. Ça existe notamment au Pays de Galles ou en Espagne. Autre chose qu'on pourrait faire, organiser des maraudes virtuelles, et notamment sur les réseaux sociaux, avec Facebook, avec les Neck Nominations, là où on boit de l'alcool, ça serait aux professionnels de le faire. Alors il y a déjà des usagers qui le font, notamment pour les nouvelles drogues de synthèse, une association dont on a déjà parlé ici, s'appelle Not for Human, mais on pourrait l'imaginer sur tous les réseaux sociaux et pour toutes les drogues. Ce qui est intéressant avec la réduction des risques 2.0, c'est que ça rapproche la RDR de l'acte d'achat. On pourrait imaginer que les communautés travaillent par exemple avec le site de vente de nouveaux produits de synthèse. Et je pense qu'il faut aussi former les professionnels et les pouvoirs publics à cette révolution Internet qui est la révolution Internet des drogues.
Actuellement, notamment les professionnels, ne sont pas assez sur Internet. Or, c'est là que sont les jeunes, majoritairement. Autre chose, en fait, ce qu'on voit actuellement, ce qui se passe sur les NPS, les nouveaux produits de synthèse, c'est que certains pays, dont la France, ont tendance à les interdire toutes. C'est-à-dire que ça interdit toutes, ça revient à ne rien faire, parce qu'en fait, ça les met toutes au même niveau, les drogues dangereuses et les drogues moins dangereuses. Il y a la Commission européenne et la Nouvelle-Zélande qui sont en train de se poser la question de faire autrement et de classer ces drogues faiblement dangereuses, moyennement dangereuses et hautement dangereuses, et de faire des choses différentes pour tous ces types de drogues. Il faut conclure. La question, c'est pourquoi pas le faire avec toutes les drogues, y compris illicites. Et pour conclure, après le VIH qui a introduit la réduction des risques en France, moi je pense que c'est Internet, c'est les technologies d'Internet qui vont bouleverser la politique des drogues et la réduction des risques. D'ailleurs, elle est déjà en train de se réinventer, la réduction des risques de points d'eau. Les initiatives fourmillent, mais elles ont du mal à être financées parce que du coup, ce n'est pas du tout sur les mêmes schémas de financement, notamment il n'y a pas d'ARS pour financer quelque chose de central qui s'adresse à l'ensemble de la France. Voilà. Et puis le dispositif XAPA-CARU doit absolument intégrer Internet assez pratique, faire des comptes Facebook pour les XAPA, être en lien avec les communautés Internet, etc. Sinon, il est menacé d'obsolescence. Voilà, merci. Fabrice Pérez pour 12 minutes. Bonjour à tous. Déjà, je voudrais dire merci pour me donner l'occasion de m'exprimer devant vous. Alors, c'est parti. Est-ce que je peux avoir le diaporama ? Merci. Bouton vert. Alors, donc, déjà, quand je vois que c'est Pierre Chapard... Oui. Pour avancer, c'est le laser. Et là, pour reculer. Hop, voilà. D'accord, merci. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, quand je vois que c'est Pierre Chapard et moi-même qui avons été choisis pour réfléchir à la question du repérage des phénomènes émergents et de savoir comment le dispositif de réduction des risques pouvait s'adapter pour y répondre, je me dis qu'il y a déjà une forme de consensus, au moins dans le comité d'organisation de cette audition, sur ce qui est pour moi l'élément essentiel de la réponse. Alors qu'on l'appelle autosupport, éducation par les pairs, représentation des usagers ou santé communautaire, comme je le fais, c'est finalement reconnaître que la proximité de l'usage est le moteur de l'innovation en réduction des risques. Donc, au fond, quoi de plus rationnel de se dire que si la personne qui a une nouvelle pratique ou une problématique avec sa consommation, la personne qui observe cette situation et la personne qui a les outils et qui est en capacité de l'aider et d'y répondre ne sont qu'un seul même individu ou groupe, alors nous aurons nécessairement une réponse plus rapide, plus pertinente, plus efficace et mieux acceptée par les bénéficiaires. Donc c'est une idée toute simple et qui me semble ici largement partagée, ce fameux rôle central des usagers. Et je me suis demandé, après 30 ans d'évolution de la réduction des risques, comment cette idée simple avait traversé ces évolutions. Donc je me suis basé sur 3 grandes vagues générationnelles issues de la démarche communautaire qui ont façonné, même créé, et qui façonnent encore la réduction des risques dans ses outils, ses pratiques et ses méthodologies. Et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Pour moi, le constat est assez flagrant. À partir du moment où on l'a mise en dispositif, c'est-à-dire qu'on l'a institutionnalisée, on s'éloigne petit à petit de cette proximité. C'est-à-dire on augmente les distances par rapport à l'usage, on augmente les délais par rapport à la réactivité, et c'est flagrant sur la première génération, par exemple, qui aujourd'hui, sans même parler de phénomènes émergents, on a des procédés éléphantesques pour mettre en place des solutions comme les salles de consommation, enfin tout ça, ça a été évoqué hier, qui accouchent de souris dont on sait qu'ils sont très mignonnes, mais qu'on sait très bien à l'avance à quoi elles auraient ressemblé. La deuxième génération, elle n'a été que partiellement institutionnalisée. Alors déjà, on lui a rejeté un outil, le testing, et puis en plus, le fait d'intervenir la nuit plutôt le week-end, ça ne va pas avec le cadre et les coûts du médico-social. Donc elle a gardé un lien très fort avec le bénévolat, la démarche communautaire. Alors elle est fragile à cause de son institutionnalisation partielle. Elle est peu répartie sur le territoire, elle est très désordonnée. Il y a aussi des acteurs qui ne sont pas du tout de notre branche de la réduction des risques ou du cannabis
professionnels historiques, mais qui pourtant font de la réduction des risques, sont plus issus de la prévention, promotion de la santé, et qui font ça. Et on est sur un travail beaucoup plus multipartenarial, puisque à un instant T simultané dans les lieux festifs, on a tous les acteurs réunis de la prévention, de l'accompagnement et du soin qui agissent en même temps, au même moment, en simultané. Le décloisonnement, il est à l'œuvre là, et ce qui a permis finalement ce lien de réactivité, d'avant-poste encore sur un certain nombre de phénomènes émergents. Mais il reste très fragile. Et la dernière génération, donc Pierre en a largement parlé, je souscris à l'ensemble de ses propos, c'est l'enjeu que nous avons aujourd'hui à intégrer cette génération pour être sûr que ce ne soit pas la dernière finalement, parce que quand on voit la dégradation, à mon avis, des liens avec la démarche communautaire, je suis inquiet pour la suite. Et donc cette génération, il y a bien sûr des nouveaux entrants qui ont été cités, mais il y a aussi surtout des intervenants des 2 premières générations qui ont dû s'extraire des opérateurs dans lesquels ils sont, car bien conscients que c'est les réponses qu'ils font donner aujourd'hui, sont obligés de travailler à la marge du dispositif dans lequel ils sont, voire de créer de nouvelles associations ou de rejoindre celles qui ont été créées par des nouvelles personnes pour pouvoir donner les réponses aujourd'hui. Et ça, pour moi, c'est quand même un échec du dispositif qu'il convient de souligner. Donc, revenons à cette idée simple. Comment retrouver une proximité avec les usages pour avoir une meilleure réactivité ? Donc, nous avons bien sûr un problème majeur, vous allez dire, c'est la loi. Évidemment, plus on est institutionnalisé, au plus on doit marcher sur des œufs et être en raccord avec la loi. Et on a une interprétation maximaliste, on va dire, des contraintes qui nous sont opposées. Et donc, on ne va pas sortir des sentiers battus. Mais cette loi, c'est pourtant le formidable catalyseur de créativité, puisque bon nombre de phénomènes émergents sont des phénomènes de contournement de cette loi. Donc, une idée toute simple serait, si nous arrivons à abroger toutes les sanctions relatives à l'usage de stupéfiants pour les opérateurs de RDR et à minima la consommation personnelle pour les bénéficiaires, ne pourrions-nous pas mieux détecter les phénomènes émergents, en prévenir une bonne partie et libérer la créativité des acteurs à qui on demande constamment pourtant de faire confiance, etc., et qui ont énormément d'idées à apporter. Alors bien sûr, la loi ne va pas changer tout de suite, donc il y a heureusement d'autres leviers auxquels on peut faire appel. Un levier important, c'est la veille et l'opérationnel. En parallèle de ce dispositif que j'essayais de décrire, on a conservé un dispositif, et notamment les programmes train des synthèses de l'OFDT, dans une forme de science, mais déconnectée de l'opérationnel. Mais c'est une déconnexion qui est artificielle, puisqu'en réalité, les gens qui travaillent, les enquêteurs, les collecteurs, sont souvent des gens qui travaillent dans ces structures et qui sont ceux qui observent et qui réfléchissent aussi aux réponses à donner. Et donc, il me semble que là, il y a vraiment quelque chose à articuler pour faire de cette veille quelque chose de plus opérationnel et d'expérimental. Une solution pourrait être justement de spécialiser des opérateurs dans ces innovations. Aujourd'hui, il y a une tendance forte, notamment sur les territoires, avec les ARS, au regroupement des opérateurs, pour plein de raisons de contraintes budgétaires, de facilité, enfin voilà, pour faire tout le panel des opérations. Mais dans notre contexte social, qu'on sait à flux tendu, comment voulez-vous que les mêmes opérateurs puissent gérer l'existant et le flux tendu de leur activité et en même temps faire le pas de côté, le recul nécessaire et avoir le temps de tâtonner, de se tromper pour expérimenter de nouveaux outils? Il faut qu'on pérennise des pôles de référence en expérimentation. Et cet ensemble de ces deux premiers points sont pour moi, si la RDR était une entreprise, ce serait notre recherche et développement, notre pôle recherche et développement. Et je crois qu'il faut le penser comme ça. Et aujourd'hui, on a, si vous voulez, un bon réseau de boutiques, mais derrière, on n'a pas la stratégie de recherche et développement qu'il faut pour améliorer l'existant qu'on a su faire. Et donc, pour ça, il manque un pilier. Il faut soutenir et généraliser la démarche communautaire. Et franchement, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Un tissu associatif basé essentiellement sur des bénévoles que l'on pourrait soulager en ne faisant plus peser sur eux le risque de la pénalisation, mais ce serait formidable pour ne plus avoir à farfouiller avec des enquêteurs sur des phénomènes émergents. Les phénomènes émergents viendraient à nous. La richesse sortirait de là et on voit bien que les évolutions sont venus justement de ce vivier-là. Et moi, j'ai peur que, comme dans d'autres composantes de la société, il y ait une fracture qui se fasse entre les institutions d'un côté et la citoyenneté de l'autre, qu'on voit bien aujourd'hui qu'elle s'exprime par notamment cet Internet 2.0 qui a été décrit. 5 minutes. 5 minutes. C'est parfait. Alors, hop, si ça veut bien, voilà. Donc, pour arriver à cette RDR, alors qu'on qualifie de à distance, mais moi j'aime bien l'appeler cette RDR sans distance pour répondre à tous les usages. Et moi je suis persuadé que si on répond à tous les usages, la problématique des phénomènes émergents est en partie résolue, puisque on arrivera à recréer cette confiance avec les personnes qui consomment des produits.
Donc il y a une première chose, si je devais faire 3 propositions d'action pour s'y mettre demain. Le point commun à tous les consommateurs de drogue, c'est le produit. Et tant que nous sommes dans une logique de marché illicite, de marché noir, je pense qu'il y a une grande convergence d'intérêts à connaître la composition de ces produits. Les consommateurs en ont besoin, les opérateurs sanitaires en ont besoin, et les opérateurs répressifs en ont besoin. Là, on a quelque chose de complètement désordonné, déstructuré par rapport à ça. Et je pense que face à cette telle convergence d'intérêts, pourquoi tout le monde ne peut pas travailler ensemble à un réseau commun et national réparti sur tout le territoire de points d'analyse et de collecte. Chacun pourra récupérer les données pour ses propres objectifs et intérêts personnels ou de structure et faire la synthèse du modèle gallois ou du modèle hollandais, qui sont, à mon avis, des exemples à suivre et qui existent depuis un certain nombre d'années. Il faut reconnaître la réduction des risques à distance. Donc ça, Pierre en a largement parlé. Effectivement, il faut reconnaître Internet comme un territoire d'action. Et aujourd'hui, tout le monde se renvoie la balle. Personne ne s'occupe de ce terrain-là. Et il y a bien sûr quelques acteurs locaux, des ARS, des collectivités, parfois même au niveau national, on va dire, on va un peu s'occuper de ce bout-là. Mais personne n'a la charge de ce territoire. Il faut le reconnaître réellement. Et quand on réfléchit quelques minutes, ce n'est pas si différent que la réflexion qu'il a fallu avoir pour concevoir à un moment donné Drogue Info Service comme un service que tout le monde peut, quel que soit où on habite, on puisse appeler une ligne presque 7 jours sur 7, presque 24 heures sur 24, pour être informé, et qui a évolué petit à petit en service web avec des sites internet, des forums. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut donner tout son sens au mot service dans le nom de Drogue Info Service. Il faut que ce service puisse, pourquoi pas faire des analyses, pourquoi pas faire du suivi d'écoute, pourquoi pas du suivi thérapeutique. Les Suisses le font, l'expérimentent avec leur portail e-addiction. Et ça me paraîtrait la suite logique d'intégrer tout ce qui vient de la démarche communautaire. Et bien sûr, ce que j'ai appelé la RDRD, mais déport dealer, donc l'achat, effectivement, on peut se rapprocher aussi des marchés de vente et qui vont favoriser le contact avec ceux qui fournissent les produits, qui est évidemment une forme de réduction des risques. Et la dernière chose qui me paraît importante, et ça me paraît important de le dire, notamment aux membres de la commission qui peut-être sont éloignés de nos réponses, je pense que là, l'image de la réduction des risques qui est donnée à voir pendant ces 2 jours n'est pas forcément exhaustive ou représentative. Et il me semble que, et travaillant dans le secteur du milieu festif, tout le champ de la prévention-promotion de la santé, qui lui aussi est traversé par cette révolution de la réduction des risques et n'est pas représenté ici et passe sous les radars, comme on l'a vu hier, de l'évaluation, puisque ça n'a pas fait l'objet de présentation hier, cela n'est toujours mis qu'anecdotiquement, et quand on n'est pas sous les radars de l'évaluation, on n'existe pas. Or, il y a 20 ans d'expérience pourtant de ces actions. Et donc, je pense qu'il faut que la prévention-promotion de la santé vive la même révolution qui aboutit à une audition comme celle-ci dans le champ médicalisé, ou plutôt de la dictologie, et puisse, en unifiant le discours qui va se faire avec les produits, licites, illicites, et les médicaments aussi, puisse arriver à une éducation aux substances. Et si, je pense que si on allie ça à un fort soutien à la démarche communautaire, et je pense que les 2 aspects sont assez liés, on aura un discours qui ne sera plus un discours qu'on adresserait à des non-consommateurs que l'on voudrait, que l'on suppose, afin qu'ils le restent, mais plutôt un discours de toutes ces personnes-là vont être à un moment donné confrontées à des questions d'usage pour des raisons thérapeutiques, récréatives, etc. C'est d'ailleurs une présentation thématique qui n'a pas été le choix de l'audition aujourd'hui, puisqu'on a eu plutôt une approche sur des grandes questions transversales ou alors une approche par produit, mais ces thématiques, pour être importantes, elles me semblent plus correspondre à l'usage qu'ont les gens des produits que ce qui est présenté quand on a ce regard de soignant, et c'est-à-dire quand on structure l'arrivée des personnes, leur entrée dans le parcours d'accès par rapport au dispositif que l'on a créé. Donc ça me paraît des points importants et des enjeux qui pourraient être le point de départ aujourd'hui d'un élargissement de cette réduction des risques et de continuer cette révolution avec un dispositif qui aurait donc un pilier fort prévention, promotion de la santé, un pilier fort communautaire et un pilier fort plutôt médicalisé, médico-social. Merci beaucoup. Oui, alors, Véronique Garguil, à la fin de cette matinée, abordera les questions de prévention en regard des jeunes usagers. Mais donc, des questions pour Pierre Chapard et Fabrice Pérez. Oui. Oui, Eric Doudet, merci pour vos 2 interventions qui me semblent
vraiment très très intéressante. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur l'émergence de ces nouveaux produits? Quel type de consommateurs? Est-ce que ce sont des nouveaux consommateurs? Est-ce que ce sont des consommateurs qui se détournent d'un produit? Ou est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus? L'OFDT a fait 4 types de consommateurs de nouveaux produits de synthèse. Il y a le milieu gay, notamment avec le slam, beaucoup de consommateurs de catinone. Il y a les usagers avertis qui fréquentent les forums et qui font des trip reports. Il y a les usagers du milieu festif techno qui consomment, mais alors ils ne savent pas forcément qu'ils consomment des nouveaux produits de synthèse parce qu'on leur vend des nouveaux produits de synthèse à la place du LSD ou du MDMA. Et puis, il y a une partie qui est presque la plus à risque, qui sont les jeunes qui expérimentent un peu tout et n'importe quoi, et qu'on voit arriver notamment aux consultations jeunes consommateurs. Merci Pierre. Oui, je vais reprendre un mot qui a été utilisé, c'est le mot révolution dans la dernière intervention, en demandant ceci, ne faut-il pas déclarer ouvert l'an 2 de la réduction des risques, c'est-à-dire de passer à une deuxième phase par rapport à une première dont la socio-histoire a été rappelée par plusieurs, y compris au départ de vos interventions. L'idée est la suivante, on a eu hier une discussion, notamment dans l'ouverture, ou en tout cas ça me paraissait moi assez clair, sur le passage d'un paradigme à un autre paradigme, avec des remarques qui ont été faites, que le paradigme dans lequel l'entrée de la réduction des risques était aussi en plein bouleversement, à savoir les techniques de soins, les parcours de soins. Voilà, je veux dire, on a aujourd'hui un mouvement révolutionnaire à l'intérieur de la médecine qui accorde à l'usager en particulier, c'est-à-dire à la personne soignée, eh bien, la place centrale pour être de plus en plus le curseur qui ajuste, y compris les thérapies, parce qu'il faut les supporter. Dans certains cas, elles peuvent être efficaces. Enfin, voilà, je veux dire, on a donc un monde nouveau qui s'est ouvert. Et l'idée est la suivante, elle est de dire, faut-il toujours se heurter à la frontière du licite et de l'illicite, qui paraît un peu ridicule quand on écoute l'exposé sur Internet, par exemple, c'est-à-dire qu'on peut acheter des produits à peu près partout, avec des monnaies qui n'existent pas, et voilà, enfin, je veux dire qu'il n'y a aucune traçabilité. Faut-il continuer à se heurter dans ces conditions sur des combats de type légal-illégal, ou ne faut-il pas rentrer dans ce qui semble le plus difficile, à savoir le bord à bord, le pot à pot, du social et du médical, en sachant que vous utilisez des termes, encore une fois, que l'on voit se répartir sur toutes sortes de pathologies. Enfin, vous avez parlé d'éducation thérapeutique, par exemple. L'éducation thérapeutique, ça se développe en même temps que s'amplifient les maladies chroniques, c'est-à-dire comment les gens vont se traiter eux-mêmes. Et ça va très loin. Je ne dis pas que je prendrai cette thèse pour moi, mais l'idée de l'autoréparation, l'idée que le corps est son propre médicament en fonction des thérapeutiques qui évoluent, l'immunothérapie, etc. Ce que je veux dire est ceci, est-ce qu'il ne faut pas rentrer véritablement dans cette relation du social et du médical en n'ayant pas peur, puisque le patient lui-même, ou en tout cas les dimensions sociales, deviennent les éléments de sa conduite thérapeutique. On parle beaucoup, par exemple, dans beaucoup de médecines, aujourd'hui, de problèmes d'observance, à savoir de suivi des traitements. Donc, ce que je veux dire, c'est que les questions qui sont posées par la réduction des risques peuvent avoir moins peur du monde du soin que l'on a pu avoir dans le temps, dans des heurts entre le social et le médical, parce qu'il y a aujourd'hui des nouvelles alliances. Et vous l'avez dit, en particulier, sur le monde médical, l'alliance thérapeutique, dont le mot-clé est la confiance. Donc voilà. Donc ne sommes-nous pas rentrés dans l'an 2 de la réduction des risques, qui trouve sa place dans une révolution plus globale que sont les conduites de soins en général, y compris pour des maladies, comment dire, sévères, enfin, oui. Le cancer, voilà. Donc ne sommes-nous pas rentrés dans un nouveau monde dans lequel la réduction des risques doit trouver sa place, en sachant qu'on l'a beaucoup repris ce matin, la créativité est aussi une inventivité, pour parler de manière plus technique, une inventivité qui tient des acteurs. Je dis un dernier mot sur le terrain. Je dis un dernier. Bon, je vous rappelle que l'idée, c'est quand même de poser des questions. C'est pas simplement la version du verbe et du sujet. Hein, ça suppose de ménager un temps de réponse pour les experts qui sont là. Voilà. Vous allez avoir un week-end entier pour débattre au sein de la commission. Oui, c'est un problème de cadrage, de quoi parle-t-on. Voilà. Je dis juste un dernier mot, on parle de plus en plus d'acteurs de santé, pas seulement d'acteurs de soins. Hein, les acteurs de santé, il y a des territoires, il y a des réseaux, enfin voilà, ça, c'est des tas de choses. Est-ce que cet exposé appelle des éléments de réponse
de la part des deux experts. Juste... C'était un point de vue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Les internautes. Oui, moi j'ai parle une question, je suis désolé. J'ai une question qui s'adresse principalement à Pierre Chapard. La voilà. Aujourd'hui, en fait, il est très facile, immédiatement, de se procurer n'importe quelle drogue, n'importe quel produit. Et en regard de ça, tu parlais de la réduction des risques à distance. Aujourd'hui, en fait, on a un écart incroyable entre la mise à disposition des produits de synthèse et la non-disposition de matériel, en fait, de réduction des risques. Alors, qu'est-ce que tu en penses là-dessus, en sachant que la réduction des risques à distance n'est pas pérenne et n'a pas les budgets qu'il faut? Comment on pourrait faire évoluer les choses de ce point de vue-là? J'ai pas bien compris la question, donc... Je pense que je l'ai compris. Tu le mentionnais de façon très simple, qui est de dire il n'y a pas de budget, en fait. Ah oui, oui, il n'y a pas de budget, et alors je peux pas... Enfin, il faudrait des budgets. D'accord. Non mais... Puisqu'on parle de 2.0, qu'en pensent les internautes? Oui, moi j'ai une réponse à Pierre Chapard, une proposition de créer un ministère du bon sens qui ferait RDR innovation et pratique à la marge. Je suis d'accord. D'accord. Alors une autre qui est peut-être plus intéressante en termes de lien entre Internet et rapport à la loi, rapprocher la RDR de l'acte d'achat induit une forme de collaboration auprès des dealers. Quel rapport à la loi? Et peut-être plus généralement le problème de la loi et d'Internet. Oui. Rapport à la loi, on a toujours rêvé de pouvoir former les dealers pour qu'ils puissent eux-mêmes former leurs clients à la réduction des risques. C'est quand même le bon sens. Alors je sais qu'il y a Vincent Benzo qui a déjà travaillé sur les usagers revendeurs et comment on pouvait faire la réduction des risques avec ces usagers. Mais c'est vrai qu'Internet permet d'aller beaucoup plus loin, de faire de la réduction des risques directement avec les dealers. Voilà. Et juste sur ce qui a été dit avant, drogue licite, il ne faut quand même pas oublier que pour la consommation de drogue illicite, on va en prison. Et pas celle où on consomme de l'alcool et du tabac. Et il faut absolument pas l'oublier dans nos exposés. Okay. Je prends deux dernières questions, Patricia et Jean-Pierre. Vous les posez de manière courte et l'un après l'autre, et les deux intervenants répondent et on fait la pause. Patricia ou Jean-Pierre, puisque vous avez le... Oui, alors ça va être très vite. Je voudrais d'abord remercier Fabrice et Pierre, parce que moi je me retrouve dans beaucoup de choses et je trouve que vous avez apporté un point très fort. Là, c'est moins une question qu'une remarque pour montrer à quel point le ministère du bon sens serait nécessaire. On vient de dire tout ce qui se passe sur Internet ou tout ce qui ne se passe pas. Je vous rappelle qu'il y a un débat qui est animé par nos collègues de la NPA sur l'émission Les recettes pompettes, qui montre à quel point on est absurde sur Internet, puisque c'est là qu'on peut communiquer et faire la gloire de l'alcool sans même avoir les stratégies d'accompagnement, ce qui fait que nous, les soignants, on n'intervient que pour dire non, paradoxalement, que pour demander l'interdiction, alors que là aussi, on ne sait pas avoir des paroles constructives et des paroles d'accompagnement. On est enfermé dans le laisser-faire parce qu'on n'a pas voulu réguler Internet au niveau de la publicité, et du coup, dans des postures qu'on nous renvoie comme étant des grands ayatollahs, parce qu'on va demander la censure d'une émission, ce qui pour un certain nombre d'entre nous est une solution quand même idéologiquement un petit peu agaçante. Voilà, je crois vraiment qu'il faut porter ce débat comme étant un champ de modernité, un territoire de modernité, sortir des solutions éculées et oser utiliser ça pour bousculer un peu des repères qui sont fondamentalement à côté de la plaque. Une dernière question. Question avec un micro. D'abord, merci à tous les deux pour ces présentations, étaient vraiment excellentes. J'ai une question parce qu'on a parlé hier aussi d'évaluation. C'est quelque chose qui nous intéresse particulièrement parce que on est dans une nouvelle époque. Moi, j'ai un souci et en fait, je vous pose la question comment on peut identifier des critères de jugement, c'est-à-dire ces interventions que vous faites sur Internet, qu'on peut délivrer, comment on peut évaluer leur efficacité, tout en sachant que c'est un peu difficile de trouver aussi une population qui n'est pas exposée pour pouvoir comparer. Donc c'est ça vraiment la question. Elle est difficile, hein, c'est pour ça que je vous la pose, mais on peut travailler ensemble aussi. Enfin, moi, je demande
à la MILT, au ministère de la Santé, qu'on soit évalué depuis des années, que le travail qu'on fait sur psychoactif soit évalué. On peut évaluer sur plein de choses, et notamment sur comment ça change les pratiques ou pas des usagers à l'autre bout de l'Internet. Voilà, mais moi, c'est quelque chose que je demande, y compris pour montrer que ça marche. Voilà, y compris pour qu'on soit financé. Mais sur ce point, sur cette histoire de génération, à partir du moment où on n'a déjà pas évalué la deuxième génération, la génération festive, avec ses pratiques, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est proche du communautaire, c'est pas des gens qui écrivent, qui publient, etc. Donc il y a un manque de données. Et là, j'ai envie de dire, c'est plutôt vous, les chercheurs, les experts, qui pourraient trouver peut-être les critères pour évaluer. Mais mine de rien, le milieu festif, c'est maintenant assez consensuel. Ça marche. Des programmes, il y en a plein, même si c'est à mon goût largement insuffisant. Mais c'est qu'il y a une forme, je pense, d'efficacité et même de coût-efficacité. Et on pourrait même comparer la différence entre des programmes festifs communautaires et d'autres qui ne le sont pas. Je connais certains budgets. C'est vrai que quand on peut faire avec 15 000 euros 30 actions dans l'année dans le cas d'une démarche communautaire et qu'entre 20 et 50 000 euros parfois, on en fait 6 dans l'année dans une démarche médico-sociale, ça pose des questions. Ceci n'est pas évalué au regard des pratiques. Et pourtant, c'est les écarts que l'on constate aujourd'hui. Et par rapport à Internet, là, le champ est encore plus nouveau et on a encore moins de données. Donc la difficulté est certainement plus grande. Merci à tous les deux. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour aborder deux sujets passionnants, la consommation à moindre risque et les jeunes usagers.